Bonsoir chers amis, je suis Coach Greb, c'est un agréable plaisir pour moi de vous recevoir ce soir sur le plateau de Finan TV. C'est vraiment une joie de partager ce moment avec vous cette semaine où nous allons parler de crédit. La semaine passée, nous avons parlé des taxes et les semaines qui viennent, nous allons parler des budgets, nous allons parler des retraites, nous allons parler d'autres choses. Et vraiment, pour ceux qui nous suivent, beaucoup de gens nous ont appelés pour dire comment ils ont été vraiment bénis par ce que nous faisons ici sur Finan TV. Finan TV, c'est la chaîne de l'entrepreneur, c'est la chaîne des finances, c'est la chaîne de la communauté. Alors, chers amis, vraiment partagez ce que nous faisons autour de vous pour que d'autres personnes aussi puissent avoir la capacité, la possibilité, je vais dire, de profiter de ces connaissances que nous avons ici. Nous faisons beaucoup de recherches, nous avons aussi des experts ici qui nous aident à vous apporter la connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, d'un sujet très d'actualité et très important. Comme vous le savez, nous vivons dans un pays de haute consommation et dans un pays de haute consommation, il y a quelque chose qu'on appelle le crédit. Alors, beaucoup de gens vont se dire, ah non, écoutez, moi, les crédits, je n'aime pas le crédit. Mais, chers amis, je vous dis la vérité, que vous le vouliez ou ne vous le voulez pas, le crédit fait partie de notre quotidien. Et donc, si cela fait partie de notre quotidien, je pense qu'il va sans dire qu'il faille le comprendre pour pouvoir mieux le maîtriser. Comme vous le savez très bien, les riches, bien qu'ils soient riches, ils utilisent encore le crédit. Et la raison, c'est qu'il y a des avantages à utiliser le crédit. Il faut comprendre que le crédit, personne n'utilise vraiment son argent pour bâtir une richesse. Personne n'utilise son argent pour bâtir une richesse. Vous avez compris que les entreprises empruntent de l'argent. Vous avez compris que même les banques empruntent de l'argent auprès du gouvernement fédéral. Vous allez comprendre que Donald Trump, le président Donald Trump, a utilisé l'argent des banques pour pouvoir bâtir sa fortune. Vous allez comprendre que les investisseurs empruntent de l'argent pour investir sur le marché boursier. Il va sans dire que si vous avez un projet immobilier, vous n'allez pas utiliser votre propre argent pour pouvoir investir. Cela s'appelle leverage, c'est-à-dire utiliser l'argent des autres. Si vous l'avez compris, certainement, le terme qu'on appelle OPM, Other People's Money, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le crédit, ce n'est pas seulement pour acheter la nourriture. Moi, personnellement, je déconseille tout ce qu'on appelle consumer credit. Mais puisque nous sommes dans une société de haute consommation, écoutez, nous allons parler de crédit. Alors, cette formation va s'étendre sur 3 jours. Nous allons d'abord parler de ce qu'on appelle consumer credit. Nous allons parler de ce qui la fondation, le fondement du crédit. Après cela, nous allons parler des stratégies. Parce que, qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas de crédit? Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai déjà un mauvais crédit? Qu'est-ce que je peux faire pour booster mon crédit, pour avoir un très bon crédit? Mais qu'est-ce que c'est qu'un bon crédit? Autant de questions auxquelles nous allons répondre sur ce plateau. Beaucoup de gens nous ont déjà envoyé leurs questions. Nous allons donc vous aider à travers ces questions à répondre donc aux attentes de nos téléspectateurs. Chers amis, donc ce soir, nous allons parler de crédit. Alors, qu'est-ce que c'est le crédit? Mais comme vous le savez très bien, le crédit, c'est quand quelqu'un, vous faisant confiance, sur la base de la confiance, vous donne son argent dans l'espoir que vous allez le lui rembourser avec intérêt. Cela veut dire tout simplement que le crédit est comme une commodité, comme tout autre. C'est comme vous vendez la banane, comme vous vendez le pain, comme vous vendez l'arachide. Vous vendez cela pour faire un profit. Et le profit que vous faites s'appelle l'intérêt. Alors, il faut faire très attention, L'intérêt peut être quelque chose de fatal. Parce que si c'est vous qui le gagnez, alors c'est mieux. Mais si quand c'est vous qui le payez, il peut être très fatal. Et c'est là qu'on va parler aujourd'hui. Avant qu'on ne parle qu'est-ce que c'est le crédit, il faut comprendre quand même certains fondements, c'est-à-dire la terminologie. Alors, comme nous sommes dans un pays parlant anglais, je suis sûr que les francophones ne comprennent pas certaines choses et pour cette raison, je vais donc définir certains termes, les termes anglais pour que vous puissiez comprendre ce que cela veut dire. Alors, le premier terme dont nous allons parler s'appelle lender. Lender, c'est simplement dire que la personne qui prête, cela veut dire que le créancier. Et le créancier peut être une personne, un individu, un ami, une famille, un parent, une institution. Ça peut être un pawn shop, ça peut être un PD loan, shark. Ça peut être n'importe qui, toute personne, une compagnie de crédit, une banque, une institution financière qui prête de l'argent.
Voici ce qu'on appelle un lender. Maintenant, à côté de lender, celui qui reçoit, celui qui en attend de recevoir donc l'argent, s'appelle le borrower. C'est-à-dire que vous empruntez, vous êtes l'emprunteur. Et qui emprunte? Ça peut être des individus, ça peut être des ménages, ça peut être l'État, ça peut être le gouvernement, ça peut être les entreprises. Voici ce qu'on appelle borrower. Maintenant, à côté des borrowers, il y a aussi ce qu'on appelle the credit bureau. Credit bureau, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Mais écoutez, aux États-Unis, il y a 3 credit bureaux. Il y a Equifax, il y a Experian et il y a TransUnion. Alors, vous allez voir que vous avez 3 credit scores, quand on va parler de scores. Vous allez voir que ces 3 entités vont produire votre credit report. Et cela va faire que vous aurez 3 credit report, 3 credit scores. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces entités? Ces entités ne font rien que de recevoir ce qu'on appelle les reports des entreprises, donc des prêteurs. Par exemple, quand un créancier, vous avez fait un paiement chez un créancier, à la fin du cycle, qui peut être de 30 jours, le créancier va amener une note à donc une de ces entités ou aux 3 entités pour dire, écoutez, Monsieur Tan a fait un paiement de tel montant. Il l'a fait à temps et donc tout va bien. L'autre personne, une autre entreprise peut dire, écoutez, il y a un tel qui doit, mais qui n'a pas payé, parce que ces entités ont tout numérisé de sorte que de façon automatique, il doit faire ce rapport-là. Alors, les entités dont je parle, les credit bureaux, elles ne peuvent rien toucher. Elles ne changent pas le credit report, sauf s'il y a une erreur. Ces credit bureaux ne font que recevoir. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si celui qui est le créancier a fait un rapport erroné, alors vous allez voir que dans votre credit report, il aura des erreurs. Et en réalité, il y a 20% d'erreurs dans les credit reports. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut avoir son credit report chaque mois pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, si quelqu'un n'a pas utilisé votre nom pour aller prendre un crédit et vous mettre ça sur le compte, ou alors si quelque part une collection agency n'a pas répété une dette que vous aviez, tout cela va affecter donc votre credit score. Alors, chers amis, comme je l'ai dit, ces entités ne font rien d'autre que de donner ce qu'elles ont reçu. C'est à vous de vous assurer que ce qu'elles ont fait du sens et est correct. Parce que quand quelqu'un veut vous prêter, quand vous demandez le crédit, les créanciers vont aller leur demander, écoutez, produisez-moi le rapport de tel. Ils vont produire le rapport tel que. Et si les rapports sont erronés, cela est votre responsabilité. Ce n'est pas leur responsabilité. C'est à vous de leur rappeler cela que, écoutez, le rapport que vous avez n'est pas correct parce que je ne dois pas à tel, ou alors ce qui est écrit ici n'est pas correct. Alors, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut la communication avec les credit bureaux, aussi bien avec les créanciers, pour qu'ils veillent à ce que votre credit report soit correct. Chers amis, il y a une autre question qui est venue. J'ai déjà dit 2 mots que certainement vous avez saisis. Il y a un qu'on appelle le credit report et il y a l'autre qu'on appelle credit score. Quelle différence y a-t-il entre les deux, Coach Graham? Écoutez, le credit score, c'est un score, c'est-à-dire c'est un chiffre. Donc, un chiffre de 3 digits qui est en réalité la mesure de votre solvabilité, qui est basée sur ce qu'on appelle le credit report. Un credit report, c'est une littérature, c'est un historique de votre comportement, de votre caractère avec le crédit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez certainement reçu une carte de Bank of America. Et puis, vous avez aussi une carte de Home Depot. Alors, chaque mois que vous payez votre dette, ils vont faire un rapport à ces entités-là. Et ces entités vont enregistrer cette information. Au cours de votre histoire ou d'autres historiques, nous allons voir que vous avez accumulé des crédits, vous avez fait des bons paiements, donc cela est positif. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Sur la base de ce rapport, les entités qui donc font le rapport de crédit vont analyser avec leur algorithme ce que vous avez dans votre credit report pour produire ce qu'on appelle votre credit score. Alors, il y a une entité, une compagnie qu'on appelle FICO, ce qui est Fair Isaac Corporation. C'est une compagnie, comme toute autre compagnie, qui a dit, écoutez, nous, on va développer ce qu'on appelle le credit score. Donc, eux,
ils ont utilisé l'algorithme, ils ont utilisé l'information qui est dans votre credit report pour produire le score. Alors, qu'est-ce que Isaac dit? Voici ce que Isaac dit. Isaac dit que, écoutez, voilà, le credit score aux États-Unis a quand même un range. Donc, quels sont les ranges de credit score aux États-Unis? Les credit scores vont de 300 à 850 aux États-Unis. Alors, il y a une autre compagnie, un groupe de compagnies, un autre score qu'on appelle le Vantage Score. Souvent, beaucoup d'entre vous allez sur Credit Karma, ou vous allez sur ScoreSense, sur toutes ces entreprises, pour regarder vos credit scores. Vous le faites, et puis bon, vous dites certainement, ben écoutez, je crois que j'ai un bon credit score, donc je vais acheter la voiture. Et vous arrivez chez le dealer, et vous dites, écoutez, votre credit score n'est pas bon, parce que ce que je vois là, ce n'est pas vous n'avez pas un bon score. Vous dites, ben, comment c'est possible? Écoutez, j'ai regardé sur Credit Karma, on m'a dit que mon score était bon, ou bien je suis allé regarder sur tel, et on me dit que mon score était bon. Comment vous dites que mon score n'est pas bon et que vous ne pouvez pas me donner un bon crédit? Parce que quelque part, il faut regarder. Souvent, il faut faire très attention. Les credit bureaux ont développé ce qu'on appelle le Vantage Score. Le Vantage Score, quand il a été créé, il est parti de 500 à 900. C'est-à-dire 500 à 900, alors que le frère Isaac partait de 300 à 850. Donc, vous comprenez déjà que si vous avez certainement 650 avec le Vantage Score qui est dans Credit Karma, vous allez vous rendre compte que, écoutez, il y a déjà 50 points de différence entre votre score et le score qui est sur FICO. La question qui est importante et fondamentale, c'est, mais Coach Greb, mais quel score est utilisé, le plus utilisé? Ça, c'est une très bonne question. Écoutez, est-ce que c'est le Vantage Score qui est sur Credit Karma ou bien y a-t-il un autre score? Voilà. La réalité est que 90% des créanciers utilisent le FICO Score. 90% des créanciers utilisent le FICO Score. Dans le FICO Score, il y en a plusieurs types. Tout comme il y a le Vantage Score qui est maintenant à 4.0. Hein? Donc, le FICO Score aussi, il y en a plusieurs. Et il y a le FICO Score 1, 2, 3, 5. Et aujourd'hui, on parle de FICO Score 10. Mais qu'est-ce qui est le plus utilisé? Il y a le FICO Score 8 qui est le plus utilisé. Mais alors, que se passe-t-il alors quand je veux acheter un mortgage? Quand je veux prendre une maison, qu'est-ce que les gens utilisent? Quand je veux prendre une carte de crédit, qu'est-ce qu'on utilise? Quand je veux acheter une maison, qu'est-ce qu'on utilise? Alors vous allez certainement voir que votre FICO Score 8, ce n'est pas ce que les mortgage companies utilisent. Ah, mais qu'est-ce qu'elles utilisent, ces compagnies? Elles utilisent d'autres chiffres qui sont différents et qui sont moins avantageux. Vous allez par exemple voir que vous pouvez avoir un 650 ou bien 700 avec un FICO Score 8, mais eux, ils vont utiliser le FICO Score 542, par exemple. Vous allez dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que ils ont toujours maintenu l'ancien score. Parce qu'avec les fluctuations, avec les lois qui font aujourd'hui que certaines données qui étaient dans vos credit scores n'affectent plus votre crédit, les banques, les créanciers qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques sont restés sur les anciens scores. Donc vous allez voir certainement qu'ils vont utiliser le 542 ou ils vont utiliser d'autres variations du FICO score. Alors, j'ai répondu à cette question qui dit que quel score est-ce qu'on utilise le plus? C'est le FICO score. Donc, où est-ce qu'on peut avoir le FICO score? Écoutez, vous allez tout simplement aller sur fico.com, c'est-à-dire fico.com. Vous allez payer certainement $19, non, je voulais dire $29. Vous allez payer $29 pour avoir les 3 bureaux. Quand vous allez entrer dans le FICO score, vous allez voir que, oh, j'avais certainement, vous allez voir votre FICO score 8, vous allez aussi voir votre FICO score pour le mortgage, le FICO score pour la voiture, le FICO score pour le crédit. Donc, pour le credit card. Cela veut dire qu'il faut faire très attention. Oui, aller sur d'autres pourvoyeurs de credit score. Mais je pense
que si vous êtes très sage, vous allez plutôt aller directement chez FICO Score. C'est le même montant que vous allez payer. Si vous payez $39, il vous donne encore plus de possibilités. Vous payez $29, plus de possibilités. Vous payez $19, c'est seulement pour un seul score. Donc, il faut payer $29 pour avoir les 3 scores. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire de FICO Score. Maintenant, vous avez certainement entendu parler de Credit Collector. Qui sont-ils? Écoutez, les collecteurs, ce sont tout simplement des entités, des entreprises qui viennent de 3 façons. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les collection agencies, les internal collection agencies, c'est-à-dire les collections dans chaque entreprise, telles que les utilities, Georgia Power a un département dans des collections. Et je vais vous dire une chose. Si vous devez à Georgia Power, si vous devez Utility, ça ne va jamais s'effacer de votre credit score parce qu'ils vont vous poursuivre jusqu'à ce que vous payez. Maintenant, quand vous devez à ces entreprises, je veux dire qu'elles ne vont pas négocier. Voilà ce que je voulais préciser. Elles ne vont pas négocier. Vous devez à d'autres entités, elles vont négocier. Mais les autres entités, les utilities, ne vont pas négocier. Parce qu'elles se disent que c'est ce que tu as consommé, c'est ce qu'il faut payer. Alors que les cas de crédit, si vous devez, par exemple, $1000, vous pouvez négocier pour dire, écoutez, est-ce que je peux payer 600? Parce qu'elles ont mis des intérêts là-dessus. Donc, comment dirais-je, les utilities n'aiment pas négocier. Maintenant, les collection agencies, il y en a aussi ce qu'on appelle external, c'est-à-dire celles qui sont en dehors de l'entreprise. Et celles-là, il y en a 2 genres. Il y a ceux-là que les créanciers peuvent engager pour vous poursuivre, pour pouvoir collecter. Mais il se trouve que souvent, les entreprises, la carte de crédit ou bien l'entreprise qui vous a prêté l'argent est fatiguée de vous poursuivre. Après 120 jours, cette entreprise dit, écoutez, je vais write-off. Write-off, simplement veut dire qu'ils vont tout simplement considérer ça comme une perte. Et s'ils considèrent ça comme une perte, alors ils vont tout simplement, au moment des taxes, déclarer qu'ils ont fait une perte là, et il y a aussi des assurances qu'elles ont, donc elles ne perdent rien dans tous les cas. Alors elles se disent, j'ai donné de l'argent, il n'a pas payé, écoutez, moi, quand les taxes arrivent, je vais considérer que je ne vais pas payer ça dans les taxes, mais aussi l'assurance va me payer. Alors, quand ça arrive à ce niveau, ces entités maintenant vont revendre cette dette. Vous deviez $100 et vont revendre cette dette sur ce qu'on appelle cent on a dollar. Par exemple, il peut dire, on va vendre ça pour 10 cents sur $1. Donc, ils vont vendre ça. Et puis, maintenant, ces entités qui ont acheté la dette vont vous poursuivre. Et ce sont celles-là qui sont virulentes et on peut dire, sont vraiment difficiles, qui ont un caractère très, 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 très exécrable. Parce qu'elles ont dépensé de l'argent, elles veulent récupérer leur argent. Alors, voici ce qu'il en est de quelques termes. Maintenant, parlons maintenant de l'intérêt. Comme je vous ai dit, l'intérêt, c'est le profit que l'entreprise fait. Et dans le cas de l'intérêt sur les crédits, par exemple, souvent vous avez entendu parler du terme APR. APR, Annual Percentage Rate. Donc, ça veut dire quoi? L'APR, c'est l'intérêt. Par exemple, l'entreprise dit que vous avez 17,99% d'intérêt. Mais alors, comment ça se passe? Écoutez, il y a 3 façons dont on peut quantifier cela. Premièrement, on peut le dire, on va le faire de façon annuelle, donc 17%. Mais on ne va pas le faire de façon annuelle puisque vous payez votre carte de crédit chaque mois. Donc, ils vont diviser les 17,99% par 12. Ce qui va arriver que votre intérêt mensuel sera certainement $1,49. Un exemple, dans $1,49. Donc, si vous avez une balance, par exemple, de, disons, $100, donc ça veut dire que l'intérêt qui va être appliqué, c'est $1,49. Mais il se trouve que vous avez dépassé la date de paiement. Et vous n'avez pas pu faire le paiement, que va-t-il se passer? Écoutez, l'entreprise, la banque va tout simplement calculer ce qu'on appelle le daily rate, le daily interest rate. Donc, ils vont maintenant prendre les 19,99% pour diviser par les 365 jours, ce qui va certainement vous donner 0,00049%, par exemple. Et cela, ils vont multiplier par la balance.
La balance était de 100 $, c'est-à-dire balance que vous avez consommé, que vous n'avez pas payé. Ils vont donc multiplier et ça va donner donc l'intérêt. Mais n'oubliez pas qu'à côté des intérêts, si vous n'aviez pas payé à temps, alors il y aura des qu'on appelle late fees. Ils vont vous charger certainement 39 $. Alors, voici comment ça se passe. Alors, il y a aussi quelque chose que vous appelez minimum payment. Écoutez, vous devez certainement une balance. Une balance, ça dit qu'on vous a donné, par exemple, une carte de crédit de 1000 $ et vous avez consommé 400 $. Donc, ce que vous devez, c'est la balance. Alors, c'est sur cette balance-là qu'on va appliquer l'intérêt. Mais, souvent, la carte de crédit dit, écoutez, il faut payer tout. Par exemple, vous allez comprendre que les riches, ils ne maintiennent que 5% de leur balance. Et ils payent tout cela à la fin du mois. Mais le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il va laisser cela traîner. Donc, il va prendre certainement les 400 $, mais il ne va pas tout payer. Mais la banque va lui dire, écoutez, tu payes seulement minimum payment. Minimum, c'est 2% de la balance. Donc, 2% des 300, ça va faire 60 $ à peu près. C'est 60 $, je crois, oui? Non, pas 60 $. Donc, 2% de la balance, ils vont multiplier et ça va certainement faire, voilà, 6 $, par exemple. 6 $, ou alors on vous amène 18 $, 15 $, vous dites, OK, il n'y a pas de problème, j'ai payé 18 $. Vous allez payer 18 $ pendant 3 ans. Et puis un jour, on vous dit, écoutez, vous devez encore les 1000 $ ou bien les combien de dollars parce que vous n'aviez jamais payé. Vous dites, mais comment? Mais le minimum balance ne fait en rien. Ne touche pas la balance du tout. Donc, vous avez gaspillé de l'argent. Il faut seulement consommer ce que vous pouvez. Et c'est là, maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle les différents credit scores. Quels sont les credit scores? Les credit scores et comment est-ce que cela est affecté? Comment est-ce que vous recevez vos credit scores? Alors, les credit scores sont affectés par la manière dont vous utilisez votre crédit. Alors, il y a plusieurs rangées. Comme je vous ai dit, les credit scores vont de 300 à 850. Même le Vantage Score, qui était de 500 à 900, ils ont arrangé cela et maintenant, eux aussi, ils vont de 300 à 850. Maintenant, souvent, vous entendez les termes poor credit, fair credit, good credit. C'est comment? Quel crédit est cela? Premièrement, poor credit. Poor credit, c'est souvent ceux qui n'ont pas du tout de crédit. Mais ici, on utilise aussi poor credit pour ceux qui ont mauvais crédit. Donc, poor credit, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais eu de crédit, il a poor credit parce qu'il n'a pas de poor credit. Mais il est dans une meilleure position que quelqu'un qui a bad credit. Nous allons parler de ça dans la stratégie. Donc, poor credit, aux États-Unis, 16% de la population a poor credit. Et cette population-là, leur score va de 300 à 579. Donc, si votre credit score est compris entre 300 et 579, vous avez poor credit. Si votre credit score est compris entre 580 et 669, vous avez fair credit et cela va impacter l'intérêt, le taux d'intérêt. Et 17% de la population a ce crédit. Si vous avez un score compris entre 670 et 739, vous avez good credit. Cela veut dire qu'à partir de 670, vous êtes déjà bien. Mais ce qu'il faut faire, c'est juste aller jusqu'aux 700 et plus. Mais déjà à partir de 670, selon Fair Isaac, cela est déjà très bon. Cela est déjà bon. Et 21% de la population a ce genre de crédit. Il y a aussi ce qu'on appelle very good credit. Ceux qui ont un score compris entre 740 et 799, on l'appelle very good credit. Et 25% de la population a cela. Maintenant, ce qu'on appelle exceptional credit, ce sont ceux qui ont un crédit compris entre 850 et entre 800 et 850. Vous allez dire, non, personne ne peut avoir cela, c'est pas possible. Mais écoutez, il y a une surprise. 21% de la population américaine a ce score. Donc, cela veut dire quoi? Ceux qui ont le mauvais score, cela veut dire que c'est ceux qui sont, il y a seulement 16% de la population qui n'a pas un bon crédit. Ah, ça fait mal, n'est-ce pas? Cela veut dire que plus de 84% de la population américaine a un bon crédit. Et ça,
c'est quelque chose pour ceux qui sont dans ce score-là de 300 à 579. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Il faut vite sortir de cela. Mais alors, qu'est-ce qui peut impacter mon crédit? Qu'est-ce que si j'ai reçu une carte de crédit, comment est-ce que je peux m'arranger pour pouvoir maintenir cette carte de crédit? Premièrement, selon Isaac, il faut reconnaître que il y a un élément qu'on appelle on-time payment. Ça s'appelle aussi payment history. Vous payez votre carte de crédit à la date qu'il faut. Par exemple, on dit que votre carte de crédit est payée le 25. Il ne faut pas attendre le 25 pour le faire. Il faut payer 5 jours à l'avance pour que s'il y a un retard, pour qu'il n'y ait pas de désagrément. Mais aujourd'hui, avec tous les online payments, ou bien vous pouvez automatiser votre paiement de sorte que la carte de crédit soit payée. Il faut aussi comprendre que certaines entreprises ont ce qu'on appelle, the grace period. Ça veut dire qu'elles vous donnent la possibilité de payer votre carte de crédit. Par exemple, c'était dû le 25, mais vous donnez jusqu'au 30 pour payer cette carte de crédit. Donc, le payment history compte pour 35%. Il y a ce qu'on appelle credit utilization. Credit utilization, ça veut dire qu'on vous a donné $1000. Coach Greb, comment est-ce que je peux utiliser? Utiliser 250%. Certaines personnes disent 30%. Je dis non, il faut utiliser 250 et payer ces 250 à la fin de votre cycle et n'utilisez pas le crédit avant d'avoir payé ces 250. Donc, cela est très important. Certaines personnes ont une carte de crédit et elle est max out. Max out, ça veut dire que vous avez $1000 et vous avez dépensé $900. Vous serez dans le rouge. Et dès que vous allez dans le rouge, quand je vais parler demain des scores que vous perdez, vous allez voir que vous pouvez perdre carrément entre 20 à 50 points déjà parce que vous êtes dans le rouge. Il y a aussi, ce que je disais, que j'ai manqué de dire, si vous avez raté un seul paiement d'un seul jour, supposons que vous deviez payer par exemple le 25, vous allez payer par exemple, vous devez payer $18 minimum payment le 25, c'était de $18, vous allez rater, vous allez peut-être le 26, et vous payez maintenant $500 ou $1000, cela ne compte pas. Vous avez dépassé la date. Si vous êtes avec une compagnie qui n'a pas ce qu'on appelle le grace period, ils vont vous charger les frais et ils vont certainement augmenter votre taux d'intérêt. Et cela est dans votre lettre. Donc, si votre taux d'intérêt était à 17,99%, ils vont se dire, écoutez, si tu as manqué le paiement, nous allons maintenant augmenter ton taux d'intérêt à 24,99%. Et nous allons aussi te charger late fees. Question à ce niveau, mais Coach Greb, est-ce que cela va affecter mon credit score? Non. Cela ne va pas affecter ton credit score tant que cela ne fait pas 30 jours. C'est-à-dire que si tu devais payer ta carte de crédit le 25 et que tu n'as pas payé, ne laisse pas aller jusqu'au 25 ou le 24. Pourvu que ça ne fasse pas 30 jours, ça ne va pas atteindre ton credit score. Ça ne sera pas rapporté. Parce qu'après 30 jours, l'entreprise va rapporter cela automatiquement. Ce n'est pas eux qui le font, ils ont automatisé leur système de sorte que cela soit rapporté immédiatement. Tant que donc vous n'avez pas fait 30 jours, cela ne va pas affecter votre score. Mais ce qui va être affecté, c'est votre relation avec le créancier. Ils vont augmenter votre taux d'intérêt, ils vont vous charger des fees. Donc, il faut faire très attention. À côté donc de on-time payment, payment history, et puis de credit utilization, il y a ce qu'on appelle credit mix. Qu'est-ce que vous avez comme crédit? Il faut avoir une variété de crédits. Premièrement, ce qui est le plus important, ce qui compte le plus, c'est le mortgage, ça veut dire que vous avez une maison. Deuxièmement, ce qui compte encore plus, c'est la carte de crédit. Et puis le loan à la banque. Et ensuite vient le store card, c'est-à-dire que la carte que vous avez de Macy's, ça compte moins que le mortgage. Donc, cela aussi a un impact sur vos points. Alors, il y a quelque chose que quelqu'un m'a posé, mais que, Coach Greb, j'avais une ancienne carte de crédit, mais écoutez, je ne l'utilise pas, je l'ai déchirée, je l'ai juste fermée. Grande erreur. Non. Le plus loin reculé est votre histoire. Je veux dire, le jour où vous avez acquis votre carte de crédit, le mieux c'est. Parce qu'on veut regarder une longue histoire. Donc, si vous avez une carte de crédit qui date de très longtemps, il ne faut pas la jeter. Il y a quelqu'un que je connais qui a perdu près de 150 points quand il a fermé sa carte de crédit qui était une carte de crédit de très longue date. Parce que cette carte de crédit la montre
aux créanciers que vous avez la capacité de maintenir une carte de crédit et de la payer sur une longue période. Quand votre carte de crédit est récente, elle vous donne moins de points que si votre carte de crédit ou bien votre dette est d'une très longue durée. Donc ne jetez pas les cartes de crédit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On me charge. Il faut maintenir une balance seulement de 1%. Une balance de 1%, cela fait partie des stratégies dont on va parler. Mais alors, le deuxième, c'est que vous allez à Macy's. Ah, écoutez, carte de crédit ici, carte de crédit, là, faites très attention, n'acceptez pas. Il y en a qui disent, ah, TJ Maxx, on peut te donner 10%. Il faut dire non. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous appliquez, qu'on vous donne pas, cela impacte votre crédit. Cela va faire ce qu'on appelle, vous êtes désespéré, vous êtes credit inquiries, et cela va avoir un impact. Chaque fois, vous allez perdre entre 5 et 7 points sur votre credit score. Donc, ne le faites pas. Si vous êtes vraiment sûr de vous, que vous pensez que vous pouvez avoir un bon crédit, faites-le, mais ne faites pas l'erreur de toujours le faire plusieurs fois parce que cela peut avoir un impact. Alors, il y a quelque chose qui est différent. Vous êtes certainement en train de chercher à acheter une voiture. Et vous allez aller dans l'espace de 45 jours à aller chercher à acheter une voiture. Dans cet espace de 45 jours, tout ce que vous allez faire sera considéré comme un seul crédit. Au départ, ça va vous affecter parce que chaque inquiry va impacter votre crédit. Mais une fois que le temps passe, cela va s'ajuster et ça va faire comme si c'était une seule demande. C'est la même chose pour le mortgage. Vous avez appliqué pour le mortgage, vous êtes allé chez plusieurs, vous avez 45 jours pour pouvoir le faire. Au-delà de 45 jours, c'est considéré comme une nouvelle application et vous ne voulez pas avoir cela au cours de l'année. Au cours de l'année, par exemple, vous avez dans 12 mois, vous avez par exemple 12 inquiries, ce n'est pas une bonne chose. Parce que les inquiries, comme je l'ai dit, vous perdez entre 5 et 7 points par inquiry. Cela aussi montre que vous êtes désespéré, vous êtes en train de rechercher le crédit. Alors, chers amis, comme je vous avais dit, je voulais rapidement aborder ce sujet de crédit. Je voulais aussi aborder les préalables pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit. Et maintenant, je vais rapidement résumer afin que vous compreniez cette première partie. Première partie, c'est que le crédit est très important. Il ne faut pas négliger le crédit. On peut bâtir une richesse avec le crédit. Mais il y a des stratégies qu'il faut comprendre pour bâtir le crédit. Et les stratégies, nous allons en parler. C'est comme on a dit, comment est-ce que je vais booster mon crédit pour avoir les 700 scores? Comment est-ce que je peux avoir un bon mortgage rate, un bon mortgage interest? De quoi est-ce qu'on a besoin pour que j'ai un bon intérêt dans le mortgage? Est-ce que mon intérêt, est-ce que mon score est bon pour pouvoir avoir un bon taux d'intérêt? Tout cela, nous allons vous donner le crédit, nous allons vous donner l'information dans la prochaine vidéo. Chers amis, ça a été un plaisir pour moi de partager ce temps avec vous. Je vais donc dire merci et je vous demande de partager cette vidéo autour de vous. Il y a beaucoup d'informations qui ont été dites, comme vous savez. On allait très vite parce qu'il y a tellement d'informations. Mais ce que je voulais tout simplement dire, ça a été un agréable plaisir pour moi d'être ici. Je suis Coach Greb et suivez-nous dans la prochaine vidéo live sur Finon TV. Allez sur Facebook, sur YouTube, live Finon TV. Merci et à très bientôt. Coach Greb live sur Finon TV.